En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du paddle, présentée par Lord Paddle. Salut les nostalgiques. Aujourd'hui on part à l'aventure et pas n'importe laquelle les amis. Et ouais, aujourd'hui ça claque, puisqu'on va vous parler d'un jeu Indiana Jones, et pas n'importe lequel, hein. Place à Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Et pour cette vidéo que vous likerez très probablement, enfin j'espère, allez bien jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner au passage. Vous allez vivre de grandes aventures en notre compagnie. Nous serons même accompagnés de notre ami Christophe de la chaîne Morlock et Vieux Jeux, notre célèbre archéologue du rétro gaming qui partagera avec nous son précieux savoir. Oui, plaît-il ? Salut Christophe. Oh, salut les aventuriers du paddle. Merci d'ailleurs à Lord Paddle de m'avoir invité à partager avec vous et avec ses paddleurs mes quelques connaissances en matière de référence vidéoludique. Ce qui est sûr, c'est que nous allons passer une aventure extraordinaire et mémorable. Grand merci donc encore, et ne l'oubliez pas, la place de ce jeu est dans un musée. Eh ben, merci à toi pour ta participation Morlock, et on te retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Et tout cela va se dérouler sur 3 chapitres, la création du jeu, le scénario et le gameplay d'Indiana Jones. Et avant d'aller plus loin, quelques remerciements, merci à Michel Lasserre pour avoir bâti ce PC sur mesure, et Benoît de l'association Silicium, nos amis et partenaires de la chaîne, qui a configuré l'ordi pour que je puisse faire tourner plusieurs OS dessus et utiliser également 2 cartes son. Et pendant que j'y suis, j'en profite pour remercier également Michel pour les cartes son Sound Blaster que j'ai pu récupérer, étant donné que nous avons choisi de vous montrer le jeu sur PC avec le son Sound Blaster justement, en sachant qu'à sa sortie en 92, le jeu pouvait tourner sur au moins 4 configurations audio possibles. Bon, enfin bref, alors c'est pas tout ça, mais je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. Comment j'ai récupéré le jeu Indiana Jones et The Fate of Atlantis. Vous allez voir, ça promet. Un sacré périple en tout cas. Je vous ai fait venir, Lord Paddle, car je pense que vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Bah écoutez, Madame Rammstein, c'est... Voyez-vous, depuis plusieurs années, je collectionne tous les objets liés à la franchise Indiana Jones. Posters, BD, bande originale, jeux vidéo, chapeau et fouet. Alors Tenez, observez bien Lord Paddle. Vous ne remarquez pas quelque chose? Oui. Ouais, il manque une pièce à votre collection. Ah, faut Paddle, vous pouvez revenir en 2e semaine. Et vous voulez que je trouve cette pièce pour compléter votre collection? Écoute, Paddle, écoute. Le colonel ne s'était pas trompé. Votre esprit est aussi brillant que la visière de votre casque. Halte! Aidez-moi à retrouver cet artefact très rare, Lord Paddle. Et votre récompense sera à la hauteur. Un artefact très rare. Vous êtes tout à fait charmante, vous savez, mais je suis pas un homme facile, hein. Je crois que nous ne sommes pas bien compris, Paddle. Je cherche un passionné de jeux vidéo rétro. Pas un jeune du dimanche. J'ai suivi vos aventures sur YouTube. Et je pense que vous êtes l'homme de la situation.
Ah bon? Et vous aimez bien? Nine, trop de mise en scène. Ah bah merci. Mais vous savez, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça de me lancer à l'aventure comme ça. Hein. Je suis plutôt du genre casanier, moi j'aime pas trop quitter mon studio. Hein. Vous voyez cette console de jeu Saturn? Si vous me ramenez l'artefact, elle est à vous. Ceci étant dit, mon studio, je l'emmerde. Alors, on commence par où là? Vous avez des pistes? Nos sources nous indiquent que l'objet se trouverait dans le sud du pays, près d'une montagne, près aussi d'un château médiéval. Et je vous prête mon poncho pour vous aider dans votre quête. Merci, mais j'ai déjà un costume, hein, j'ai pas besoin de poncho. Nine, poncho c'est votre guide. Il vient du Mexique et il connaît le coin comme sa poche. Señorita Rammstein? Señor? J'attends de vos nouvelles, Air Battle. Ok. Très bien, je vous enverrai un pigeon voyageur. Pour l'aventure! Putain! Alors évidemment, quand on parle d'Indiana Jones, on pense tout de suite à ces célèbres films d'aventure, cette saga, cette fameuse trilogie de Steven Spielberg et George Lucas. Trilogie, t'es sûr? Oui, bon, alors effectivement, on parlera pas du 4e opus, pour rester poli, hein, qui est un petit peu la tache de gras sur le smoking. Hein. On va pas non plus refaire tout l'historique de la saga de Steven Spielberg et Lucas, tellement celle-ci est entrée dans les codes qui dépassent le 7e art, s'inscrivant carrément dans la culture populaire et dans ce qu'on appelle de manière générique la pop culture. Et alors évidemment, comme toute franchise qui cartonne, hein, la série a connu de multiples déclinaisons en jeux vidéo et là il y a eu à boire et à manger. Hein. Raiders of the Lost Ark sorti sur Atari 2600, Indiana Jones and the Last Crusade The Action Game sur Game Boy, entre autres, Indiana Jones et le tombeau de l'empereur sur PS2, des épisodes sur console ou micro-ordinateur jusqu'aux déclinaisons de la franchise Lego. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais pour cette aventure du paddle, nous avons choisi de vous parler évidemment de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, un point and click sorti sur PC en 92 et développé par LucasArts. Voilà, parfait, la suite. C'était quand même pourri les disquettes, hein. Non. Franchement, c'était hyper fragile, ça tombait tout le temps en panne. Non mais c'est vrai. Non mais franchement, en plus ça dure pas dans le temps, hein. Passer 20 ans, bah ça marche plus une fois sur deux. Ça se démagnétise pas. La suite. Ah ouais, carrément, comme ça on coupe mon micro, on se fait pas chier quoi. Bon, bref, alors pour ceux qui connaissent pas le studio LucasArts, devenu Lucasfilm Games par la suite, c'est du lourd, hein. Et là on est loin d'avoir affaire à des rookies, hein. Yeah. Alors Lucasfilm Games, ça c'est quand même le studio à l'origine d'une poignée de classiques du point and click, hein, comme Maniac Mansion, hein, on en avait déjà parlé précédemment sur la chaîne, Loom, Zack McCracken, Day of the Tentacle, Sam & Max Hit the Road, Full Throttle, Grim Fandango et bien évidemment la somptueuse série des Monkey Island, démarrée en 1990 sous la coupe de Ron Gilbert. Et d'ailleurs c'est le même Ron Gilbert qui sera également impliqué dans la création de Indiana Jones and the Last Crusade, sorti en 1989, aux côtés de Noah Falstein, l'une des têtes pensantes de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, avec également Al Baroud, inexpérimenté à l'époque dans le domaine vidéoludique. Mais en revanche, Baroud possède une solide expérience en tant que scénariste et producteur de longs métrages au cinéma, puisqu'il a notamment écrit le scénario du film Sugarland Express de Steven Spielberg en 1974, ou celui de MacArthur le général rebelle de Joseph Sargent en 1977. Et c'est d'ailleurs Al Baroud qui demanda à Lucasfilm d'écrire le script du jeu, la firme ayant initialement prévu de se baser sur le scénario de Chris Columbus, rejeté lors de la production du film Indiana Jones et la dernière croisade en 89, et qui devait se passer à l'origine en Afrique en 1937, avec comme sujet la quête d'un temple perdu abritant la mythique fontaine de Jouvence. Alors une rumeur prétend que l'origine du jeu Indiana Jones and the Fate of Atlantis proviendrait également d'une idée de script de Spielberg intitulée Indiana Jones and the Lost Continent, mais il ne s'agit que d'une rumeur étant donné qu'il n'existe aucune trace d'une quelconque ébauche de script pour ce projet. Le jeu est alors développé au moment où l'équipe de LucasArts travaille déjà sur le premier The Secret of Monkey Island au printemps 1990.
Une partie de l'équipe inclut notamment William Eaton, Mike Stimley et Sean Clark qui devaient travailler à l'origine sur Forge, la suite abandonnée du jeu d'aventure Loom. Le développement de Indiana Jones va durer environ 2 ans jusqu'à la publication du titre en 1992. Al Bawrood est nommé réalisateur du jeu avec Noah Falstein. On sent d'ailleurs ici la volonté de LucasArts de se rapprocher de l'aspect cinématographique de la licence, ce qui en même temps paraît logique. Alors d'autre part, et c'est un fait moins connu, Al Bawrood est aussi un ami de Spielberg et Lucas et a participé à l'écriture notamment du scénario de Rencontre du troisième type en 1977 et a même fait une brève apparition dans le film, même s'il n'est pas crédité au générique. Du coup, les deux hommes se connaissent bien et ceci explique donc cela. Et en plus de ça, Al Bawrood consultera avec Noah Falstein bon nombre d'ouvrages concernant le mythe de l'Atlantide qui est au cœur du scénario du jeu, mais bon, ça je reviendrai dessus plus tard. Et d'ailleurs, l'idée est venue d'une illustration d'un livre représentant l'Atlantide sous forme de 3 cercles concentriques. Bawrood souhaite ainsi écrire une histoire solide et ambitieuse qui soit digne de faire partie de la célèbre saga cinématographique tout en lui rendant un hommage plus qu'évident. Et pendant que Bawrood travaille sur le script, l'équipe de développement travaille sur les énigmes du jeu. Alors Bawrood, c'est un peu le moteur central du développement du jeu. Il écrit, réalise et supervise également le travail sur le moteur graphique Scum, qui a été conçu notamment par Ron Gilbert pour Maniac Mansion en 1987, et s'occupe même de créer quelques parties graphiques et un peu de programmation pour le jeu. Alors devant l'ampleur de la tâche, certaines idées sont malheureusement abandonnées en cours de route. Par exemple, il y avait une partie du jeu prévue à l'origine durant laquelle Indy devait se rendre à Cadiz en Espagne pour y recueillir d'autres indices dans sa quête de l'Atlantide. Alors dans une interview réalisée en 2004 pour le site theindyexperience.com, Bawrood se souvient qu'au début du projet en 1990, le développement se faisait avec une équipe réduite et dans une ambiance plutôt plaisante, mais plus le temps avança, plus le projet prit de l'ampleur et nécessita d'importants moyens, alors que l'équipe de LucasArts continuait de s'agrandir. Alors Bawrood conclut alors en disant que ce qui débuta comme un projet fun s'acheva de manière très éprouvante en 1992, notamment en raison de l'ajout de différents chemins dans le jeu qui amènent le joueur à plusieurs fins possibles et qui nécessitèrent quasiment 6 mois de travail supplémentaire pour pouvoir tout boucler. Et comme vous pouvez vous en douter, encore une fois, le travail finit toujours par payer car le résultat est largement à la hauteur des attentes lorsque le jeu sort en juin 1992 au format disquette sur PC, si bien que le titre se vend à plus d'1 million d'exemplaires et reçoit un accueil critique et public fort élogieux tout en étant un joli succès commercial pour LucasArts. Indiana Jones and the Fate of Atlantis sort même en version française chez nous et c'est cette version qu'on vous présente aujourd'hui, suivi d'un portage très fidèle sur Amiga en 1992 avec 11 disquettes, ouais, carrément, ouais, et une version PC CD-ROM en mai 93 avec l'ajout de voix enregistrées avec des acteurs américains pendant près de 4 semaines pour les personnages du jeu. Et malheureusement, Harrison Ford ne sera pas disponible durant cette période et la voix d'Indy sera finalement interprétée par l'acteur Doug Lee. I'm back. Indy? You don't look at all well, Dr. Jones. Exploring our collections can be dangerous, Mr. What was your name again? Smith. Tell me, did you find a lock to match my key? You bet I did. Take a look. What are you waiting for? Let's open it. Enfin, et c'est moins connu, un autre portage du jeu sort également l'année d'après sur l'ordinateur japonais FM Towns en août 93, sans oublier la réédition du jeu sur Steam en 2009 et un jeu bonus à débloquer dans Indiana Jones et le Sceptre des Rois sur Wii la même année. Bon, après, il faut savoir qu'il existe également un deuxième jeu Indiana Jones and the Fate of Atlantis, intitulé The Action Game, sorti également en 1992 et prévu pour accompagner la sortie du point and click de LucasArts. Alors le jeu prend l'apparence d'un titre d'action en vue isométrique, développé par le studio anglais Attention to Detail et est sorti sur Amstrad CPC, Amiga, Atari ST, PC et ZX Spectrum. Indiana Jones, les nazis, l'Atlantide, c'est énorme, non ? Enfin bref, on va maintenant parler du scénario du jeu en compagnie de notre ami Christophe de la chaîne Vieux Jeux by Morlock qui nous fait le plaisir de participer à cette aventure avec nous.
Salut les amis et les aventuriers archéologues. Allez, c'est parti! Putain, mais il est où ce con de guide là? Hola, señor. Putain, mais quand même. Eh, on y va si ça te dérange pas là? La saguée, je suis pour le señor. Ouais, allez, on y va. Bien, señor. Allez, go, go. N'allez pas par là, señor. Quoi? Es la carreta de la muerte. Personne n'en est jamais revenu. Écoute, Poncho, j'en reviens pas que tu puisses imaginer un seul instant que j'en reviendrai pas. Écoute, Poncho, t'es là pour me guider, pas pour philosopher sur nos pérégrinations rocambolesques. Parce que la Saturne, j'y tiens, tu vois. La malédiction, señor. Comment déjouer la malédiction? Putain, mais quelle malédiction? C'est quoi cette histoire encore? La malédiction, señor. Esta station est hantée par el fantasma del rey Morlock, el demonio de mil caras, le démon aux mille visages, porque yo no sé comment il apparaît lorsqu'il vient semer la terreur et la désolation. Alors bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être possédé? Il va falloir m'exorciser? Je vais insulter le Christ? On n'a pas de respect à Jésus. Allez, calme tes joies, John Turturro. Écoute, on va continuer de suivre le sentier qui s'en va dans les ruines vers le nord, parce qu'on va bien finir par trouver quelque chose. Tous les indices nous ont menés ici. Allez, Poncho, on y va. Si, señor. Allez, on arrête les conneries là. Le scénario, voilà bien un élément capital dans un point and click. The Fate of Atlantis nous promet une aventure grandiose et à ce niveau-là, on est servi. Alors, l'histoire se déroule en 1939 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La partie débute lorsqu'Indy recherche une statuette dans les archives du lycée Barnett où il enseigne l'archéologie pour le compte d'un certain Mr. Smith. Il découvre que le socle de la statuette contient en réalité une petite perle mystérieuse. Et c'est alors que Smith sort une arme et s'avère être Klaus Kerner, un agent secret nazi travaillant pour le Troisième Reich. Ce dernier s'empare de la statuette, de la perle et réussit à s'enfuir, mais Indy a tout juste le temps d'attraper son manteau et son passeport et comprend qu'il s'agit d'un nazi. Lui et son ami Marcus tombent ensuite sur un article de presse évoquant Sophia Hapgood, une vieille connaissance d'Indy avec qui il a collaboré autrefois lors d'une expédition. Aujourd'hui, Sophia n'est plus archéologue mais travaille comme médium à New York. Indy réalise que Sophia est probablement en danger et se rend à la Big Apple où la jeune femme donne une conférence sur la mythique cité perdue de l'Atlantide. Mais Kerner a retrouvé leurs traces et a déjà fouillé le bureau de Sophia sans succès. Alors en réalité, l'agent nazi recherche un précieux médaillon Atlante que porte Sophia sur elle. Indy découvre alors que la perle peut être placée dans la bouche du médaillon de Sophia pour invoquer l'esprit de Nur Absal, le dieu Atlante.
Et de fil en aiguille, Indy découvre qu'un scientifique nazi, le docteur Hans Hubermann, convoite le pouvoir de l'Atlantide afin d'alimenter les machines de guerre allemandes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Sophia reçoit alors un message de l'esprit de Nour-Apsal qui leur demande de retrouver l'Hermocrate, le dialogue perdu de Platon qui, selon la légende, contiendrait des indices menant à la cité perdue de l'Atlantide. Dès lors, la quête mythique débute alors qu'Indy et Sophia vont tout faire pour retrouver l'Atlantide avant les nazis. Putain, mais c'est génial comme scénario! Et mais putain, mais pourquoi on n'a pas eu ça comme scénario du 4ème Indiana Jones? Non, parce que moi, vous savez, quand j'ai appris qu'un 4ème Indiana Jones devait sortir en 2007, j'étais comme ça, hein. Pitié, Seigneur Lucas, Seigneur Spielberg, faites en sorte que le 4ème Indiana Jones soit adapté du mystère de l'Atlantide. Pitié, 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 pitié! Bon. Ok. Ouais, ça va, je le prends bien. Ça va. Connard! Et non seulement c'est génial, mais en plus il y a de jolies références culturelles dans le récit du jeu qui prouvent qu'Al Baroud et Noah Falstein ont sacrément potassé le sujet pour écrire un tel script. Hein. Alors Dr Morlock, toi qui es un célèbre archéologue du rétro gaming qui écume les vastes plaines de YouTube grâce à ton savoir et ta culture irréprochable, que peux-tu nous dire au sujet du dialogue perdu de Platon? Bien. Les dialogues, oui, les dialogues. Mais jeunes gens, parlons d'abord de Platon, avant de vouloir évoquer à tout prix son œuvre. Peut-être que la connaissance de ses écrits vous guidera, qui sait, vers la connaissance et sur la bonne voie. Platon est un philosophe grec. Il naquit vers 428-427 avant Jésus-Christ du côté d'Athènes. Athènes où il fonda l'Académie. D'ailleurs, le saviez-vous, cette académie tient son nom du domaine près duquel elle se situait et qui n'est autre que le tombeau d'Académos. Bref, l'œuvre de Platon est presque exclusivement composée de dialogues. Dialogues par lesquels sont nées la philosophie d'aujourd'hui. En effet, cette œuvre produit les premières formulations classiques de l'histoire de notre philosophie occidentale. Ok, mais les dialogues perdus alors? Dialogue perdu, bah, il fallait bien un peu de mystère pour animer le scénario du jeu. Bon, on a évidemment des incertitudes. Le philosophe grec, dans certains de ses écrits, semblait annoncer certains dialogues dont on n'a hélas jamais retrouvé la trace. Alors, les a-t-il écrits? Ont-ils été perdus? Rien ne saura nous le dire aujourd'hui. Mais parlons plutôt de ce que nous connaissons. Tous les textes de Platon sont rédigés sous la forme de dialogues, d'où leur nom. Et il en aurait écrit 35. Les spécialistes les isolent en 3 grandes catégories. La première, les dialogues socratiques ou dialogues de jeunesse, qui sont les plus brefs, et où Socrate tient le premier rôle et devient le porte-parole de l'auteur en quelque sorte. Viennent ensuite les dialogues intermédiaires ou dialogues de maturité, comme la République ou le Banquet, que vous connaissez, j'en suis sûr. Il y a enfin les dialogues tardifs ou dialogues de vieillesse, tels les Lois, Critias ou Timée, et que nous évoquons ici dans le jeu. Dans ces dialogues-là, Socrate perd son rôle de protagoniste, et c'est Platon qui y traite de problèmes philosophiques de manière beaucoup plus détaillée. Merci Morlock, tu sais c'est toujours un plaisir de t'écouter, hein. Alors je pense qu'il est grand temps maintenant de passer à la partie que vous attendez tous, le gameplay.
Là-bas, señor. Je pense qu'il y a un indice, señor, là-bas. Allez, bah on y va. Allez, Christophe, señor. allez, Allez, on y allez. va. Ouais. Si, señor. Me gusta el trésor, señor. Ouais, je Me comprends gusta pas el l'espagnol, señor. ta gueule, avance. Bon, allez. Attention, señor. Servientes. Arrête tes conneries là, merde. Tiens-moi ça. El tiempo, señor, el tiempo, le temps, sort. Ouais, j'ai la clé. La carta. Ouais, j'ai la carte. La carta. La carta. J'ai la clé. J'ai la carte. Ouais. J'ai la carte. Ouais. Ouais, j'ai la carte. Ouais. Bon, on va maintenant se pencher sur le gameplay du jeu, mais avant ça, on va d'abord parler des graphismes du jeu. Ouais, ils sont bons mes rideaux, hein. N'est-ce pas Menottes? Alors visuellement, on est sur PC en 1992 et c'est vraiment super. Je veux dire, si vous avez connu les jeux DOS du début des années 90, là on est clairement dans le haut du panier à cette époque. Hein. Les décors élaborés sur le logiciel Deluxe Paint sont conçus en grande partie à partir d'une échelle de 256 couleurs, d'autres décors sont créés à partir de scans de peinture, bien que la partie scannée ne représente qu'à peine 10% sur les quelques 200 décors créés par 3 équipes artistiques durant les 2 années de production. La raison est simple, le coût des scanners à l'époque, beaucoup trop élevé au début de la production du jeu en 1990. Et en plus de ça, l'équipe va récupérer des scanners vers 91 ou 92, ce qui explique que le jeu ne contient au final que très peu de scans de décors. Les animations des personnages représentent quant à eux un vrai défi technique puisque l'équipe a recours à la rotoscopie, procédé déjà mis en œuvre quelques années auparavant dans des jeux comme Karateka, Prince of Persia ou Another World. Ah, la rotoscopie, oui. Les cinéastes qui l'ont utilisée reprenaient, à partir de chaque image filmée sur une pellicule, les contours de la forme qu'ils souhaitaient reproduire, afin de la retranscrire en une sorte de film d'animation. Ce pouvait être le mouvement d'un animal ou d'une personne, et ce procédé, sachez-le, fut utilisé quasiment dès les débuts du cinéma, donc dès la fin du 19e siècle. Si vous avez vu Blanche-Neige et les 7 nains de Disney, ou bien le Godzilla de 2014, eh bien sachez que certaines scènes utilisent cette méthode. Aujourd'hui, elle tend à disparaître, évidemment, remplacée par des techniques beaucoup plus modernes. Bref, alors on revient maintenant au gameplay. Alors le jeu est un point and click classique de LucasArts, réalisé dans la continuité de Indiana Jones and the Last Crusade, sorti en 1989, et des anciens classiques du studio, je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé au début de la vidéo. Indiana Jones est à nouveau développé sur Scum, qui pour rappel signifie Script Creation Utility for Maniac Mansion, développé en 1987 pour le jeu du même nom par Arik Vilmunder, Ron Gilbert et Chip Morningstar. Et d'ailleurs, le moteur de Maniac Mansion sert de base commune à la plupart des jeux d'aventure de type point and click développés par LucasArts à la fin des années 80 et dans les années 90. Alors, pour parfaire l'immersion et l'expérience de jeu, le studio développe conjointement à Scum le système iMuse, Interactive Music Streaming Engine, conçu par Michael Land et Peter McConnell en 1991 pour Monkey Island 2, le Chuck's Revenge. Ce système permet de synchroniser les actions du jeu avec les pistes audio et la musique qui s'adaptent en fonction des situations comme la musique d'un film. Ce système est intégralement repris d'ailleurs pour Indiana Jones. Alors pour les plus jeunes, je conçois que les point and click peuvent paraître obscurs aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment un genre de jeu très à la mode. Et après les jeunes, si vous êtes curieux et que vous savez pas ce que c'est les point and click, vous avez un exemple récent très connu, c'est Thimbleweed Park. Foncez découvrir ce jeu sans plus tarder parce que c'est un excellent titre du genre. I'm glad I caught you before you went on stage. Autographs are $100.
Alors en gros, le principe de ces jeux d'aventure graphique est de déplacer un curseur pour cliquer sur une interface graphique contenant des textes qui vont déclencher des actions dans le jeu. Alors les actions sont limitées et tournent principalement autour des mêmes verbes, hein, parler, regarder, utiliser, prendre, donner, tirer, pousser, ouvrir, fermer. A noter aussi que dans Indiana Jones, non seulement vous allez guider Indy, mais il arrivera même parfois exceptionnellement que vous dirigiez son amie Sophia Hapgood pour certains passages du jeu. Une bonne partie du gameplay du jeu réside dans les choix qui s'offrent à vous parmi plusieurs dialogues. Alors à noter qu'il y a évidemment beaucoup d'humour avec certaines répliques qui risquent de tout gâcher si vous avez la langue un peu trop pendue. Et c'est pas non plus un concours de répartie, hein. Du coup faites attention à ce que vous dites, sinon certains personnages vous enverront bouler et vous n'aurez plus qu'à tout vous retaper. Cela dit, heureusement c'est pas trop réaliste non plus. Par exemple, si vous loupez avec Trottier à Monte Carlo, vous avez plus qu'à attendre qu'il repasse et le gars répétera toujours les mêmes phrases, même si vous vous plantez 15 fois d'affilée. Ah mais franchement c'est complètement con ça, non mais vous imaginez ça en vrai? Excusez-moi, monsieur. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? C'est bien vous, Isidore le chamalin? Vous devez faire erreur. Bonne journée. Excusez-moi, monsieur. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Vous savez faire ça? Vous devez faire erreur. Bonne journée. Tant pis. Wesh, gros! Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Putain, regarde mon cul! Ça lui dit. Et oui, vous avez compris, hein, dans ce Indiana Jones, vous pouvez bel et bien mourir, hein, ce qui était plutôt rare dans un jeu LucasArts de l'époque. Alors cela dit, il était déjà possible de claquer dans Maniac Mansion en 87 face à des situations dangereuses, sauf qu'ici, le danger est 100 fois plus présent et les situations sont facilement identifiables. Par exemple, vous amusez pas à faire la danse des canards face à un nazi qui pointe son arme sur vous, ou vous évitez le combat, ou vous dessoudez du nasillon à coups de poing, mais un conseil, ne perdez pas le combat ou ne tardez pas trop à agir. Hein. Merci beaucoup du conseil. Et d'ailleurs, gaffe au fameux Arnold là, une grosse brute avec du riz au lait à la place du cerveau que vous croiserez dans l'une des cavernes du labyrinthe de Knossos en Crète, qui est impossible à vaincre et qui nécessitera une petite astuce pour contourner ce gros problème. Ensuite, évidemment, certaines énigmes nécessiteront plus de réflexion que d'autres. D'ailleurs, si vous aimez les labyrinthes bien relous avec Indiana Jones, vous allez être servi. Entre celui de la forêt à Tikal, le labyrinthe de Knossos en Crète, le labyrinthe des 3 cercles concentriques de l'Atlantide, le labyrinthe de la grande salle de la lave, vous allez en baver, c'est moi qui vous le dis. Hein. Et régulièrement, comme dans le film, vous verrez une carte apparaître sur laquelle vous voyagerez d'un point à un autre en digne archéologue aventurier que vous êtes. Hein. Alors ce que j'aime bien, c'est que le jeu est ponctué de clins d'œil au film ou à George Lucas. Hein. Par exemple, dans les fouilles archéologiques du désert situé près d'Alger, si vous regardez et fouillez les peintures murales à gauche, Indy fera une allusion à l'Arche de l'Alliance. À Monte Carlo, en vous baladant dans les rues de la ville pour retrouver la pierre solaire dont s'est débarrassé Trottier après avoir été enlevé par des nazis, si vous observez les inscriptions sur les panneaux, vous trouverez des private jokes du genre boulevard de la guerre des étoiles, etc. Le jeu repose également sur un système de QI auquel vous pouvez accéder à tout instant en appuyant sur la touche I de votre clavier. Le quotient intellectuel est calculé en fonction de votre progression dans l'aventure et du nombre d'énigmes résolues, en sachant que le vrai plus du jeu, c'est qu'il dispose de 3 chemins possibles pour finir le jeu. Après avoir retrouvé le dialogue perdu de Platon dans la bibliothèque du lycée Barnett, lorsqu'Indy discute avec Sophia avant de partir à l'aventure, vous avez donc 3 possibilités. 3 façons différentes de finir le jeu, en sachant que toutes les solutions vous amèneront obligatoirement à la cité de l'Atlantide à la fin du jeu. Donc, si vous demandez à Sophia de rester ici et que vous préférez continuer seul, vous jouerez en mode solo. Si vous demandez à Sophia de vous accompagner dans le voyage, vous jouerez en mode coopératif. Enfin, si vous êtes prêt à péter la gueule à tout le monde pour atteindre votre objectif, ce sera le mode baston, et là, vous allez défoncer du nasillon toutes les 10 minutes. Alors au passage, j'aime bien ce mode, hein, comme dans les films, hein. Vous savez, Indiana Jones, les poursuites et les bastons avec les nazis, etc. Mais il y a juste un truc, sérieusement, encore? Non mais je vais devoir buter combien de boches comme ça, là? Sans déconner, dans ce mode, il y a des bastons toutes les 5 minutes, je vous jure. Quand vous traversez le désert, c'est un putain de bordel sans nom. Il y a des combats tout le temps, sans arrêt. C'est un point and click ou c'est un beat'em up ce truc là? Bon bref, alors pour finir, je voudrais également attirer votre attention sur la description très riche et très complète de l'Atlantide et des mystères de cette civilisation perdue dans le jeu.
Alors même si tout ce qui est raconté ici est purement fictif, certains éléments s'inspirent d'écrits divers, notamment lorsque le jeu évoque la technologie liée à l'Orichalque, ces mystérieuses perles d'un métal ou alliage légendaire décrits autrefois par certains Grecs durant l'Antiquité. Peut-être que Morlock pourra nous en dire plus. Allez, c'est à toi Christophe. Oui, tu as raison. Il s'agit bien d'un alliage métallique. Il tient son nom du latin auricalcum, emprunté au grec ancien et signifiant cuivre des montagnes. Ce serait donc une sorte de laiton, alliage de cuivre, d'étain et de zinc, imitant l'or. Ce mystérieux métal, nous dit Platon, brille d'un éclat de 1000 feux, ce qui peut laisser penser qu'il s'agissait en fait d'un alliage de cuivre ou d'or. Pourtant, Platon le présente non comme un alliage, mais comme un métal à part entière, ce qui peut plaider pour l'hypothèse du platine. Alors pour finir, j'évoquerai la musique de Clint Bajakian et des deux concepteurs d'iMuse, Peter McConnell et Michael Land. Alors à l'instar des musiques de John Williams pour les films, la musique de Fate of Atlantis suit l'aventure à grand renfort de mélodies mémorables et de thèmes musicaux, dont celui d'Indiana Jones de Williams évidemment, mais aussi un thème pour Sophia, un autre pour Klaus Kerner, un autre pour l'Atlantide, etc. Alors quand j'étais ado et que je jouais à ce jeu sur notre bon vieux PC avec Windows 95, j'avais été fasciné par l'ambiance musicale du jeu. Alors moi je me souviens surtout du thème musical quand on était dans le labyrinthe de Knossos. Je crois que c'est le morceau qui m'a le plus marqué à l'époque dans ce jeu. C'est où ce con de Poncho là? En plus il m'a taxé ma saguée là, putain, je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance quoi. M'énerve ça. Cette mère de Dieu. Quoi? C'est ça le trésor? Vous avez réussi. Vous avez trouvé mon précieux artefact. Ah, je comprends mieux. Vous êtes foutu de moi en fait. Ce jeu est pas à vous. Il est juste que je le vole pour compléter votre collection mégalo. C'est pitoyable. Le chef vidéo, Lord Patton. Vite! Ah! Poncho mon ami! Seigneur, Ah, je savais qu'on pouvait te faire confiance. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé avec ton sombrero? Il est où là? il est perdu avec la saguée, Seigneur. Petit coquin. Allez, Poncho, en route pour de nouvelles aventures. Si, Seigneur. Et voilà comment j'ai récupéré ce jeu. Alors, c'est une véritable aventure pour récupérer certains jeux dans le monde du rétro gaming, mine de rien. Alors, exceptionnellement, pas d'écran de conclusion, ben voilà, pour moi, je lui mets 5 sur 5 à ce jeu, parce que c'est vraiment un des meilleurs titres dans le genre du point and click. Merci à tous ceux qui ont participé à cette épopée, portez-vous bien, que le pouvoir du paddle soit toujours entre vos mains, à bientôt pour une nouvelle aventure du paddle, et n'oubliez pas, la place de ce jeu est dans un musée.
Vous aimez les vidéos de Lord Paddle? Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Par ici, señor. Par ici. La collection de la fin, señor. Changement proprio, allez c'est parti. Casse-toi, señor.